Ma famille m'a abandonné à une aire de repos lorsque j'avais 22 ans, me laissant bloqué sans argent ni téléphone. Maintenant, ils ont repris contact avec moi et m'ont demandé de l'argent. Cet été-là, j'ai eu 22 ans. Cela devait être une journée comme les autres. Je travaillais dans la quincaillerie de mon père pour gagner de l'argent et je vivais chez mes parents. Car selon les banques, l'université de mon père n'était pas pratique. J'étais aussi le souffre-douleur permanent de mon frère, l'enfant doré, Alan. Nous n'étions pas dans la misère, mais nous n'étions pas non plus du genre à partir en vacances à Disneyland. Alors, lorsque mon père, Banks, a annoncé que nous partions en voyage en famille pour assister au mariage de mon oncle dans le Colorado, j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. 3 jours après le début de ce voyage cauchemardesque, je regrettais déjà de ne pas avoir trouvé un prétexte pour rester à la maison. Mon père et Alan prenaient tour à tour plaisir à jouer à leur jeu favori, rendre la vie de Salvador insupportable. Ma mère, Irène, disait de temps en temps d'une voix fragile, « ça suffit ». Mais nous savions tous que ce n'était que pour la forme. Écoutez, je dois expliquer quelque chose au sujet de ma famille. Banks n'était pas un père comme les autres. C'était le genre d'homme à vous réveiller à 3 heures du matin pour vous faire un sermon sur une corvée oubliée ou à jeter vos affaires si elles le dérangeaient. Il me disait que j'étais inutile depuis que j'avais été capable de comprendre les mots. Alan a rapidement compris qu'il pouvait soit devenir le petit clone de papa, soit devenir comme moi. Devinez quelle voie il a choisi. Ce matin-là, nous nous sommes arrêtés à une aire de repos dans le Colorado. Elle semblait perdue au milieu de nulle part, entourée uniquement de champs, de montagnes lointaines et d'un minuscule bâtiment abritant des toilettes et des distributeurs automatiques. J'avais dormi à l'arrière de notre véhicule, un suburban, et j'avais besoin de m'étirer les jambes et d'aller aux toilettes. Papa et Alan riaient de quelque chose, et maman se remaquillait dans le miroir du pare-soleil. Je me souviens exactement de ce que je portais, un vieux t-shirt de Metallica, un pantalon troué aux genoux et des baskets vent usées que j'avais depuis des années. Je n'ai pas pris mon téléphone, car il était en train de charger dans la voiture. Je n'ai pas pris mon portefeuille, pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions au milieu de nulle part et je voulais juste aller aux toilettes. J'ai passé 10 minutes là-bas, peut-être moins. Lorsque je suis sorti, ébloui par le soleil du Colorado, l'aire de stationnement était vide. Notre suburban vert foncé avait disparu. Au début, j'ai cru qu'il l'avait déplacé pour me faire une blague. J'ai fait le tour de l'aire de repos. Rien. C'est cela, la trahison par son propre sang. Elle frappe différemment de toutes les autres. Je me suis assis sur le trottoir pendant 1 heure, me répétant qu'ils essayaient seulement de me faire peur et qu'ils allaient revenir. Des gens allaient et venaient, certains me lançaient des regards étranges. Un routier m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti et répondu que j'attendais ma petite amie aux toilettes. Il a hoché la tête et est parti. Après 2 heures, une sensation glaciale m'a envahi l'estomac. Il ne reviendrait pas. Ma première idée a été d'emprunter le téléphone de quelqu'un et de les appeler, les supplier de venir me chercher. Mais au moment où j'allais aborder une mère avec ses 2 enfants, quelque chose m'a arrêté. Un flot de souvenirs m'a submergé, toutes les humiliations, tous les moments où ils avaient ri à mes dépens, toutes ces blagues qui n'étaient en réalité que de la cruauté déguisée en humour. J'ai presque entendu leur voix. Celle d'Alan, « Mec, je parie qu'il est en train de pleurer en ce moment. » Celle de mon père, « Il s'en sortira. S'il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. » Et celle de ma mère, une protestation faible qui ne changeait rien. Alors, j'ai pris une décision. Je me suis approché de cette mère et lui ai demandé d'emprunter son téléphone. Mais je n'ai pas appelé ma famille. J'ai demandé à obtenir le numéro du centre d'hébergement le plus proche, à Grand Jonction, situé à environ 40 km de là. Puis, je lui ai demandé si elle pouvait m'emmener en ville, expliquant que ma famille avait eu une urgence et avait dû partir précipitamment. Mais ils allaient envoyer quelqu'un pour me récupérer plus tard. Elle hésita, mais je devais avoir l'air assez innocent puisqu'elle accepta. Cette première nuit au refuge fut un choc brutal avec la réalité. Je n'avais rien à part les vêtements que je portais, pas d'identification, pas d'argent, pas de contact. Dave, un employé du refuge, me laissa utiliser leur ordinateur pour rechercher l'adresse de mon oncle à partir d'une invitation de mariage que j'avais vue. Je pensais pouvoir me rendre au mariage et retrouver ma famille. Mais alors que je fixais l'écran, une question me hantait, pourquoi? Pourquoi chercher à rejoindre des gens qui m'avaient littéralement abandonné au bord de la route pour s'amuser? Au lieu de cela, j'ai créé une nouvelle adresse électronique, j'ai cherché des services d'urgence pour remplacer une pièce d'identité,
j'ai consulté des offres d'emploi payées en espèces et j'ai élaboré un plan. 2 jours plus tard, je lavais la vaisselle dans un petit restaurant nommé Sunny Géraldine. La propriétaire était une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris striés de violet et plus de tatouages que ce que l'on aurait pu imaginer. J'étais entré et j'avais demandé s'ils avaient besoin d'aide, expliquant que mon portefeuille avait été volé et que j'avais besoin de travail. Elle m'a détaillé du regard avant de dire « Le plongeur a démissionné hier. Tu prends un centime de ma caisse et tu es mort. Commence maintenant. » C'est cela, toucher le fond. On ne peut que remonter. Pendant une semaine, j'ai travaillé en double service, dormi au refuge et porté des vêtements donnés. Dave m'a aidé à obtenir un remplacement de mon identité en contactant les services d'état civil de mon état d'origine. Avec mon premier salaire, j'ai acheté un téléphone prépayé à bas prix chez Walmart. 7 jours après qu'il m'avait abandonné, mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu. J'ai décroché. C'était ma mère. Sa voix tremblante, elle me demanda où j'étais, si j'allais bien. Il m'avait cherché partout. C'était juste une blague, expliqua-t-elle. Ils avaient attendu en bas de la route pendant 20 minutes, étaient revenus et ne m'avaient pas trouvé. J'écoutais son inquiétude feinte et sa compassion hypocrite. En arrière-plan, j'entendais mon père me dire d'arrêter de faire du théâtre et d'aller chez mon oncle Rick. J'entendais Alan rire, « Salvador, tu es là ?» Dis quelque chose, on était mort d'inquiétude. Ce froid glacial que j'avais ressenti dans mon ventre avait disparu. Il ne restait plus que de la clarté. Vous vouliez voir si je pouvais me débrouiller seul, dis-je, ma voix plus assurée que jamais en leur parlant. Alors regardez-moi. J'ai raccroché. Bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué tous les numéros de famille que je pouvais me rappeler. Le lendemain, je suis allé chez Verizon et j'ai changé de numéro de téléphone. J'imaginais leur irritation grandissante alors qu'ils réalisaient que leur souffre-douleur ne reviendrait pas pour être frappé à nouveau. 1 mois plus tard, j'avais mon propre studio au-dessus d'une laverie. Il était petit et sentait toujours l'adoucissant. Mais c'était chez moi. J'avais gravi les échelons pour devenir commis de cuisine chez Sunny et Géraldine m'apprenait à couper correctement les légumes sans perdre un doigt. Parfois, je consultais mon ancienne adresse email que ma famille connaissait. Les messages s'entassaient. De ma mère, reviens à la maison, nous sommes désolés. De mon père, ce caprice doit cesser immédiatement. D'Alan, mec, c'était juste une blague, arrête d'être aussi. Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. Le problème avec la liberté, c'est qu'une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus retourner en cage. Je ne vais pas prétendre que c'était facile. Certaines nuits, je regardais Instagram et voyais des photos de familles normales, des familles qui s'aimaient vraiment, et je ressentais un vide qu'aucune quantité de distraction ne pouvait combler. Il y avait des nuits où la solitude menaçait de m'engloutir tout entier. Les fêtes étaient les pires. Mais chaque matin, je me réveillais dans mon petit appartement miteux qui sentait l'adoucissant, j'allais à mon travail de plongeur où personne ne me traitait d'incapable et je construisais ma vie, une brique à la fois. 3 mois après qu'il m'avait abandonné à cette aire de repos, j'ai vérifié ma boîte de réception une dernière fois. Il y avait un message récent de ma mère, ta grand-mère demande de tes nouvelles. S'il te plaît, dis-nous juste que tu es en vie. J'ai fermé l'email, supprimé le compte et jeté mon ancienne carte SIM dans la benne derrière Sunny. Ce soir-là, Géraldine m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes. Elle m'a dit que j'avais un bon coup de main pour la pâtisserie. C'était le premier vrai compliment que j'avais reçu depuis des années. Je ne me suis jamais retourné. 5 ans après avoir été abandonné sur cette aire de repos dans le Colorado, je me suis retrouvé à fixer un visage familier sur ma page Facebook. Non pas parce que je traquais les profils de ma famille, enfin, peut-être un peu. Mais parce qu'Alan avait récemment été mentionné dans un article d'actualité locale. Il avait eu un accident en conduisant en état d'ivresse et avait encastré sa voiture autour d'un poteau téléphonique. Personne n'avait été blessé, à part le poteau. Le journal avait utilisé une vieille photo de son équipe de football au lycée. Il avait l'air jeune et suffisant, en contraste frappant avec la photo de son mugshot où il apparaissait bouffi. C'est ça, le karma. Il prend son temps, mais il n'oublie jamais une adresse. À ce moment-là, j'avais bâti quelque chose qui ressemblait à une vie au Colorado. Mon horrible studio au-dessus de la laverie avait fini par être remplacé par un appartement d'une chambre avec de vraies fenêtres. J'étais passé de plongeur à commis, puis cuisinier, puis assistant manager chez Sunny. Géraldine dirigeait toujours l'endroit d'une main de fer dans un gant couvert de farine,
mais elle avait commencé à me traiter plus comme un neveu excentrique que comme un cas désespéré. Mon premier grand achat, une fois que j'avais quelques économies, fut un bon ordinateur portable. Rien d'extraordinaire, juste de quoi suivre des cours en ligne en gestion et comptabilité. Des matières que Banks avait toujours méprisées, affirmant qu'elles étaient pour ceux qui ne savaient pas faire un vrai travail. Je passais mes matinées chez Sony S, mes après-midi à étudier et mes soirées au travail. Puis on recommençait. Écoutez, je ne vais pas prétendre que ce qui s'est passé ne m'a pas laissé des séquelles. J'avais des problèmes de confiance, enfin, disons plutôt des abonnements à la méfiance, que je pouvais annuler dès que quelqu'un s'approchait trop. En 5 ans, je ne m'étais fait que 2 amis, mon voisin Doug, qui jouait de la basse dans un groupe de garage médiocre et me rapportait parfois de la bière maison au goût de liquide vaisselle, et Géraldine, si tant est qu'elle comptait comme une amie et non seulement une patronne. Cela changea quand Kendra commença à venir chez Sony S tous les mardis et jeudis, comme une horloge. Elle commandait toujours la même chose, une omelette Denver sans tomate et un café supplémentaire. Elle s'asseyait au comptoir avec un manuel, plongée dans ses études de médecine. Elle avait cette habitude de se déconnecter complètement en révisant, laissant parfois sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Un jour, je l'ai chronométrée, 7 minutes et 23 secondes avant qu'elle ne réalise qu'elle tenait des œufs froids. J'avais rempli son café pendant 4 mois avant qu'elle ne me voie vraiment. Ses yeux se sont légèrement écarquillés lorsqu'elle m'a expliqué que mon badge était mal orthographié. Ce n'était pas vrai, mais c'est devenu notre petite blague. Chaque mardi et jeudi, elle pointait du doigt mon badge et disait que mon prénom était incorrect. Je faisais semblant d'être surpris. C'était la manière la plus stupide de flirter, mais ça a fonctionné. Notre premier rendez-vous n'était même pas censé être un rendez-vous. Son groupe d'études avait annulé au dernier moment et elle avait une réservation dans une pizzeria difficile d'accès. J'étais en train de nettoyer le comptoir quand elle a reçu le message d'annulation. La minute d'après, j'étais assis en face d'elle chez Antonio S, réalisant tous les deux que ça ressemblait étrangement à un rencard. 6 mois plus tard, elle a emménagé chez moi. 1 an plus tard, nous avons pris un appartement un peu plus grand. Rien de luxueux, juste un 2 pièces avec une salle de bain où la chasse d'eau ne fuyait pas en permanence et des voisins qui ne répétaient pas leur solo de basse à 2 heures du matin. Pendant ce temps, j'utilisais des faux comptes pour garder un œil sur ma famille. Je n'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Le magasin de quincaillerie de Banks commençait à couler après l'ouverture d'un Home Depot en périphérie. Sur les forums locaux, il se plaignait de plus en plus, ses commentaires devenant de plus en plus désespérés et agressifs. Maman transformait son profil en un étrange sanctuaire familial, publiant d'anciennes photos souriantes et des messages sur ses garçons qui lui manquaient, sans jamais me mentionner, comme si j'avais été effacé. 3 ans plus tard, Géraldine me prit à part et m'annonça qu'elle envisageait d'ouvrir un deuxième Sony S de l'autre côté de la ville. Elle me demanda si je voulais le gérer. Pas le posséder, une nuance importante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, persuadé que c'était un piège ou une farce. Mais j'ai dit oui, parce que Kendra, à moitié endormie à côté de moi, m'a murmuré que ce serait idiot de refuser. Doug, dans un nuage de fumée de cannabis, m'a répondu évidemment. Tu gères déjà tout dans l'ancien resto. Et surtout, parce que Géraldine n'était pas Banks. Elle n'était pas ma famille et ne m'avait jamais fait sentir inutile. 6 mois plus tard, Sony S ouvrait ses portes. Une semaine après l'enterrement de ma grand-mère, je reçus une demande d'amis sur Facebook d'un compte inconnu. Pas de publication, pas d'amis. J'ai failli l'ignorer, jusqu'à ce que je voie le message, c'est oncle Rick. Ta mère m'a donné ton ancien email. Mais le message avait été rejeté. Es-tu d'accord? Nous nous inquiétons. Ton père pose des questions sur toi. Cette nuit-là, j'ai bloqué le compte et j'ai eu ma première crise de panique en 2 ans, assis sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, essayant de ne pas réveiller Kendra, sentant mes poumons se contracter et imaginant Banks me traquer, débarquer chez Sony S et détruire tout ce que j'avais construit. Kendra m'a trouvé environ 1 heure plus tard. Elle n'a posé aucune question, elle s'est simplement assise à côté de moi, son épaule frôlant la mienne. Quand j'ai enfin pu respirer à nouveau, elle a dit la chose la plus simple, ils ne peuvent rien te prendre que tu ne leur donnes pas. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat pour obtenir des conseils sur les ordonnances de restriction, juste au cas où. J'ai renforcé la confidentialité de tous mes comptes et demandé à Géraldine de prévenir le personnel de ne donner aucune information me concernant à qui que ce soit. Des mesures concrètes. Du contrôle. Se concentrer sur ce que j'avais le pouvoir de protéger.
5 ans jour pour jour après avoir été abandonné, j'ai épousé Kendra lors d'un petit mariage dans un parc d'État. Doug était mon témoin, Géraldine a préparé le gâteau et a pleuré tout du long, son mascara coulant sur ses joues ridées. La famille bruyante et aimante de Kendra m'a immédiatement adopté. Son père racontait des blagues de papa qui ne me donnaient pas envie de fuir, et sa mère m'a pris dans ses bras sans déclencher en moi cette alarme intérieure que je ressentais d'habitude. C'est ça, la famille. Parfois, elle vous trouve, même quand vous ne la cherchez pas. Une semaine après le mariage, je l'ai vue en naviguant sur mon compte factice en pleine nuit. Banks avait posté un message sur un forum communautaire, demandant des informations sur son fils Salvador, dont la dernière localisation connue est Grand Junction, Colorado. C'est une urgence familiale. Il n'y avait aucune urgence. Je le savais déjà. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi, après 5 ans de silence, il me cherchait soudainement. J'ai creusé plus profondément, créé un autre faux compte, rejoint des groupes communautaires de ma ville natale et rassemblé les morceaux un par un. La quincaillerie de Banks avait fermé, leur maison était en saisie hypothécaire, maman avait des problèmes de santé dont elle parlait vaguement, et Alan était retourné vivre chez eux après son 3e délit de conduite en état d'ivresse. Ils ne me cherchaient pas parce qu'ils me regrettaient. Ils me cherchaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et vous savez quoi? Pour la première fois en 5 ans, j'ai souri en pensant à eux. Non pas parce que leur malheur me réjouissait, mais parce que je venais de comprendre une vérité essentielle, je n'en avais plus rien à faire. J'ai fermé l'ordinateur, suis allé me coucher à côté de ma femme endormie et j'ai pris une décision. J'allais continuer à observer de loin, non par haine ou par amour, mais parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on construit pendant qu'eux-mêmes se détruisent. Puis il y a eu une mise à jour. Tout a commencé par une notification LinkedIn. 15 ans après avoir été abandonné à cette aire de repos dans le Colorado, mon existence bien organisée avait une faille. Quelqu'un avait consulté mon profil 27 fois en une seule journée. Ce n'est pas rare pour un recruteur LinkedIn, mais ce qui était inhabituel, c'était le nom, Alan Matthew. C'est ça, le passé. Il est patient. Il peut attendre des années dans l'ombre avant de vous frapper. À ce moment-là, ma vie avait radicalement changé depuis ma première année à Grand Jonction. Kendra avait terminé ses études de médecine, complété sa résidence et travaillait maintenant 3 jours par semaine dans une clinique locale, pour passer plus de temps à la maison avec nos enfants. Nous en avions 2, Ellie, 7 ans, et Marcus, 4 ans. L'appartement au-dessus de la laverie avait laissé place à une modeste maison de 4 chambres en périphérie, rien de luxueux, mais avec un jardin où les enfants pouvaient jouer et où je tentais de cultiver des tomates, sans grand succès. Ce nièce s'était développé en 3 établissements. Ce n'était pas une grande franchise, mais assez pour que je n'ai plus besoin de travailler en cuisine, sauf en cas d'urgence. Géraldine avait pris une semi-retraite 2 ans plus tôt, mais elle débarquait encore à l'improviste pour critiquer la façon dont on préparait sa pâte à tarte. Je pensais avoir fait la paix avec mon passé. J'avais gardé un œil sur ma famille, mais les vérifications devenaient de plus en plus rares, une fois tous les quelques mois, peut-être. Banks et Irene avaient dû déménager après avoir perdu leur maison. Alan s'était marié, divorcé, puis remarié. Chacun semblait avoir poursuivi sa vie, comme moi. Mais cette histoire de LinkedIn m'inquiétait. 15 ans de silence, et maintenant ça? J'en ai parlé à Kendra alors que nous étions en train de plier le linge un dimanche soir, tout en regardant distraitement une série Netflix que nous avions du retard à finir. Elle s'est arrêtée, une chaussette dépareillée dans chaque main, et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête. Que pouvais-je dire d'autre? Que j'avais soudain l'impression d'avoir 22 ans de nouveau, d'être à cette aire de repos, avec la voix de Banks qui résonnait dans ma tête pour me traiter d'incapable. 3 jours plus tard, j'étais à Sunny East, l'ancien 2e établissement, en train d'aider avec l'inventaire, parce que notre fournisseur avait encore envoyé le mauvais type de filtre à café. Maya, à l'accueil, m'a appelé pour me dire qu'une famille demandait à me voir. Ma première pensée a été pour les parents de Kendra, qui nous rendaient parfois visite en passant par la ville. Je suis sorti, réfléchissant déjà à comment les convaincre de rester dîner. Ce n'était pas la famille de Kendra. Banks paraissait plus vieux, plus grisonnant, et son physique autrefois imposant s'était affaissé. Irene avait le visage creusé par les années et les soucis, et ses cheveux étaient teints dans une teinte brune artificielle. Alan ressemblait à Banks à 40 ans, avec la même posture et cette façon de s'imposer dans l'espace. Il y avait une jeune femme avec eux, probablement au début de la vingtaine.
Elle se tenait légèrement en retrait, comme si elle n'était pas certaine d'avoir sa place ici. Personne ne parlait. Le bruit du service du midi s'est estompé autour de moi, laissant uniquement mon propre cœur résonner dans mes oreilles. Banks a fini par briser le silence en me demandant mon nom. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'avais imaginé cette rencontre des milliers de fois en 15 ans. Parfois, je leur lançais une réplique cinglante et parfaite. Parfois, j'étais froid et indifférent, ne leur accordant même pas d'importance. Et, dans certaines insomnies ridicules, je fantasmais même une réconciliation larmoyante. Mais la réalité est toujours plus désordonnée que l'imaginaire. J'ai désigné une table vide dans un coin, demandé à Maya d'apporter de l'eau, et me suis assis en face des gens qui avaient un jour été ma famille. Ils m'avaient retrouvé grâce à un article dans un magazine intitulé Rocky Mountain Rising, dit Success Stories Local. Ce n'était même pas une grande interview, juste une petite section avec une photo de moi devant le premier Sony S. Mais apparemment, une ancienne amie de lycée de maman avait déménagé au Colorado, vu l'article et le lui avait envoyé avec la légende « Ce n'est pas ton fils ?» Ils avaient essayé de m'appeler 107 fois sur mon ancien numéro avant qu'il ne soit déconnecté. Maman avait compté. Elle me mentionna ce détail comme si cela avait une quelconque importance. Ils parlaient tous en même temps. Maman expliquait à quel point ils avaient été inquiets. Banks insistait sur le fait que j'avais mal interprété ce qui s'était passé ce jour-là. Alan essayait maladroitement de faire comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient. Quant à la jeune femme, qui se révéla être Poppy, la deuxième femme d'Alan, elle me regardait simplement avec curiosité. Je les laissais parler et les observer alors qu'ils tissaient leur propre version de la réalité, celle où ils n'étaient pas les méchants de l'histoire. Je remarquais comment Banks regardait autour de lui, évaluant mentalement la valeur du restaurant. Je vis les doigts de maman trembler légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. J'observais Alan, dont la fausse assurance s'effritait chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas. Finalement, lorsqu'ils n'eurent plus rien à dire, je posai la seule question qui comptait, pourquoi maintenant ? C'est alors que la véritable histoire émergea, en fragments, entre des silences gênés. Banks avait des dettes médicales, des problèmes cardiaques et aucune assurance. Leur deuxième maison était en saisie. L'idée d'entreprise d'Alan, quelque chose d'obscur autour des crypto-monnaies, avait échoué lamentablement. Maman devait subir une opération du genou qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils n'étaient pas venus pour se réconcilier, mais pour demander de l'argent. J'aurais dû être en colère, j'aurais dû les mettre dehors. Mais à la place, un sentiment inattendu m'envahit, de la pitié. Ils semblaient si petits et désespérés. Ces géants qui avaient autrefois dominé tout mon univers n'étaient en réalité que des êtres imparfaits et brisés. Je leur proposai de venir dîner chez moi ce soir-là, expliquant que j'avais besoin d'y réfléchir et d'en parler avec Kendra. Ils acceptèrent avec enthousiasme. Banks était déjà à moitié en train de considérer l'affaire comme réglée. L'après-midi fut étrange. Je récupérai Ellie de son cours de danse et aidai Marcus à préparer son objet pour son show and tell à la maternelle, tout en envoyant des mises à jour à Kendra sur qui venait dîner. Elle se porta volontaire pour emmener les enfants chez sa sœur. Je refusai. Je voulais qu'il soit là. Je voulais que ma famille rencontre ma famille. Le dîner était des enchiladas au poulet, ma spécialité. Rien d'exceptionnel, juste une recette trouvée au dos d'une vieille boîte d'El Paso que j'avais modifiée au fil des ans. Ellie mit la table sans qu'on le lui demande, plaçant soigneusement les fourchettes du mauvais côté, jusqu'à ce que Kendra la corrige discrètement. Marcus insista pour porter son costume de Spider-Man, parce que c'était mardi. Et apparemment, le mardi est désormais Spider-Man Day. Quand la sonnette retentit, je faillis lâcher le plat que je transportais jusqu'à la table. Kendra serra mon bras en passant à côté de moi, murmurant qu'elle était là pour moi. Les enfants relevèrent la tête avec intérêt, réalisant que quelque chose d'important se passait. C'est ça, les moments redoutés. Lorsqu'ils arrivent, ils sont à la fois pires et meilleurs que ceux que l'on imaginait. Les présentations furent maladroites. Malgré plusieurs corrections, Banks continuait d'appeler Kendra Karen. Irene n'arrêtait pas de pleurer chaque fois qu'elle regardait les enfants, ce qui terrifia Marcus. Alan et Poppy étaient les moins pires, essayant sincèrement d'avoir une conversation polie. Mais Alan n'arrêtait pas de laisser entendre que la famille devait s'entraider, qu'on devait se soutenir. Après le dîner, Kendra monta les enfants à l'étage pour leur bain et leur coucher, me lançant un regard qui disait clairement « Envoie un message si tu as besoin d'un sauvetage ». Puis il ne restait plus que moi et eux, assis dans un salon qui me paraissait soudainement trop petit.
Banks entama son discours, parlant de l'importance de la famille, de la manière dont on doit toujours rester unis, et du fait qu'il avait toujours su que je réussirais. Un mensonge. Puis il en vint à l'essentiel, il n'avait besoin que de 20 000 $ pour se remettre sur pied. Bien sûr. Je le laissai parler, puis je lui demandai s'il se souvenait de ce qu'il m'avait dit le jour de mes 18 ans. Son regard se vida. Alors je le lui rappelai, au moins, tu ne peux plus me décevoir, maintenant que tu n'es plus mon problème légalement. Je me tournai vers maman et lui demandai si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait quand Banks avait jeté ma lettre d'acceptation au collège communautaire. Rien. Elle n'avait rien fait. J'interrogeai Alan sur le jour où il avait dit à ma première copine que j'étais probablement gay, quand elle était venue me chercher à la maison. Ils se tortillèrent, essayant de trouver des excuses. La voix de Banks commença à prendre ce ton menaçant qui me faisait jadis me ratatiner. Mais voilà ce qui s'est passé, je ne me suis pas ratatiné. J'étais à 15 ans et 1 million de kilomètres de la personne que j'avais été. Je suis allé dans mon bureau, j'ai pris une enveloppe et je l'ai tendue à Banks. À l'intérieur, un chèque de 73,50 $. Banks l'a regardé, perplexe, et a demandé ce que c'était censé signifier. Je lui ai répondu, en 2010, c'est exactement ce qu'un billet Greyhound de Grand Jonction à notre ville natale aurait coûté. C'est exactement la somme qu'il m'aurait fallu pour rentrer chez moi, depuis l'endroit où vous m'avez abandonné. Un silence absolu s'abattit. Puis Banks explosa, me traitant d'ingrat et d'égoïste, affirmant que j'avais toujours été une déception. Le refrain habituel de mon enfance, joué une fois de plus. Je ne lui répondis pas. Je ne criais pas. Je me levai simplement et leur annonçai qu'il était temps de partir. Maman adopta une autre approche, les larmes et la culpabilisation. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Alan, lui, devint glacial, son masque du frère bienveillant s'étant complètement effondré. Poppy, quant à elle, semblait simplement gênée pour eux. Lorsqu'ils finirent par sortir, Banks froissa le chèque et le laissa tomber sur le seuil de ma porte. Je refermai la porte derrière eux et m'y adossai, les jambes tremblantes. Kendra descendit et me demanda si j'allais bien. J'acquiesçai, incapable de faire confiance à ma propre voix. Nous avons nettoyé la table en silence, vérifié que les enfants dormaient bien et nous sommes préparés pour aller nous coucher, comme si c'était une soirée ordinaire. Alors que j'activais le système de sécurité, je vérifiais la caméra de la porte d'entrée sur mon téléphone. Ils étaient toujours dans l'allée, en train de se disputer. Banks gesticulait violemment pendant que maman sanglotait. Alan fixait notre maison avec une expression que je connaissais trop bien, un mélange de jalousie et de haine. Finalement, ils montèrent dans leur voiture de location et s'éloignèrent. Je ne les ai jamais revus, et je ne m'attends pas à ce que cela change. Le chapitre est clos. C'est ça, la vengeance. La meilleure ne se joue pas dans l'action, mais dans la vie que l'on construit. Chaque instant précieux avec mes enfants, chaque blague complice avec Kendra, chaque dimanche matin paisible sans souci, chaque jour ordinaire dans une existence que j'ai bâtie selon mes propres termes. Je ne suis jamais retourné chez moi. J'ai fait mieux, j'en ai construit un point. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces histoires vraies bouleversantes qui se déroulent autour de vous.